He's a man that knows what he wants, and I'm not surprised to see that he won the election and won it substantially, and I would think he's more popular now. He's a good man. He does a great job, and he's a tough negotiator. Le président Trump, dans le bureau ovale, a dit qu'il n'avait que de bons mots pour son visiteur canadien. Mark Carney en était à sa seconde visite à la Maison-Blanche. Visite visiblement plus agréable que la première fois. N'empêche, il est revenu à la Maison Bredouille. Alex Chantal Michel, bonjour. 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 Bon, visite à Washington, seconde, sans rien ramener à la maison. On a dit à un moment donné, on a peut-être des chances d'avancer un peu sur l'acier, sur l'aluminium. Je commence avec vous, Chantal. Quel est le risque de revenir à la maison sans résultat concret? Ouais, c'est un peu évident. Hein? À un moment donné, la campagne électorale du printemps dernier a porté sur la capacité de Mark Carney de stabiliser la situation sur le front des relations canado-américaines. Pour l'instant, et depuis ce temps-là, il y a eu une série de nouveaux tarifs, des concessions canadiennes, mais aucune avancée. M. Carney répète toujours qu'on a la meilleure entente au monde, mais c'est pas parce qu'on l'a négocié sous Donald Trump version 2, mais parce qu'elle était déjà là et que M. Trump n'a pas encore eu le temps de défaire l'entente de libre-échange canado-américaine-Mexique. J'ai remarqué, en regardant l'extrait que vous avez passé, que Mark Carney écoutait Donald Trump chanter ses louanges avec l'air du gars qui reçoit des fleurs et qui se demande à quelle heure le pot va lui arriver sur la tête. Alors, est-ce que ça va arriver? Je ne peux pas vous dire parce qu'il est trop tôt. Effectivement, la négociation se passe à un autre niveau. Éventuellement, s'il y a un résultat, ça va retourner à Donald Trump. Il semble être dans des bonnes dispositions. À ce moment-là, ces bonnes dispositions-là compteront sans doute, mais on n'est pas rendu là. Ouais. Michel, c'est pas la première visite à la Maison-Blanche pour Mark Carney depuis qu'il est devenu premier ministre. Les gens de son entourage disent « c'est important de cultiver ces relations personnelles-là ». Est-ce que ça fait une différence, les visites en personne? Ça fait une différence, surtout dans le cas de M. Trump, qui s'est déjà vanté de dire, écoutez, j'ai toutes les cartes, c'est moi qui ai toutes les cartes dans une relation avec le Canada. Alors, quand le président appelle le premier ministre, viendrais-tu faire un tour à la Maison-Blanche? Tu dis oui. Le problème, c'est que négocier avec Donald Trump, c'est pas simple. On ne sait jamais si demain, il va pas changer d'idée puis tu désires ce qu'il a dit la veille. Alors, ça rend pas la négociation facile, mais d'un autre côté, on peut pas briser des ponts. Alors, ça ne donne pas ce que l'opposition voulait, c'est-à-dire un win, une victoire, comme on en a au hockey, 3-2, puis avec le score et tout. C'est pas comme ça que ça va marcher. Et la dernière personne qui va prendre la décision, c'est Donald Trump, s'il ne change pas d'idée d'ici là. Oui, tout le monde semble s'entendre là-dessus. Alec, le gouvernement s'est bien gardé d'établir de nouveaux échéanciers. Hein? On l'avait fait durant l'été, puis on ne les a jamais respectés. Alors là, on fait attention. Mais en même temps, la semaine dernière, ils ont dit on peut avancer sur l'acier, sur l'aluminium. Un peu plus tôt, avec Mélanie Joly dans l'émission, on se demandait, c'est une forme d'échéancier, c'est une forme de marqueur quand on dit on peut faire des avancées là-dessus. C'est risqué, ça, pour le Canada? Oui, c'est risqué parce que les dernières fois, on n'a pas été capable de respecter les échéanciers. Cette fois-ci, on dit que c'est positif, qu'on pourra avoir une entente dans les prochains jours, mais on sait bien de garder de donner une date au moins cette fois-ci. Donc, effectivement, ça peut varier entre quelques jours et quelques semaines. Mais on a eu, je pense, 2 confirmations cette semaine lors de la visite de Mark Carney dans le bureau ovale parce que c'est sa 2e visite dans le bureau ovale. La première, c'est que il y a de plus en plus de dorures dans le bureau ovale. Ma foi, c'est de plus en plus laid. Ça, c'est la première confirmation. Premier la deuxième, c'est rendu incroyable. Et la deuxième, c'est que clairement, le courant passe entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une communication plus efficace qu'avec Justin Trudeau, qui, on s'en souvient, était détesté par Donald Trump. Et cette communication-là semble aider le Canada dans ses négociations. Ça n'a pas donné de résultats encore. Ça, c'est assez clair. Ça n'a pas donné de résultats. Mais pour que ça donne des résultats, il faut d'abord qu'il y ait cette communication, sans dire peut-être chaleureuse, à tout le moins relativement respectueuse entre les deux. Parce que si on ne s'entend pas bien, il ne se passera rien. Parce qu'on sait que Donald Trump, c'est un animal impulsif. Il gère beaucoup ça à la petite semaine, un peu comme ses feelings le disent. Et donc, s'il n'aime pas un chef d'État, oubliez ça. Il ne fera jamais de cadeaux, il ne fera jamais d'entente.
Il aime plutôt Mark Carney, c'est une bonne chose. Maintenant, il faudra qu'il se passe quelque chose éventuellement, là, et c'est ce qu'on attend au Canada, parce que des scènes de flatterie comme celle qu'on a vue à la Maison-Blanche, les Canadiens sont capables de les accepter si ça donne des résultats. Si ça ne donne rien, on va commencer à trouver que c'est beaucoup de flattage pour pas beaucoup de résultats, puis à un moment donné, ça devient plus humiliant que d'autres choses. Chantal, vous voulez intervenir? Oui, il y a quand même, il faut noter, on parle beaucoup de M. Carney, mais il faut parler un peu de l'opposition officielle qui annonce que c'est la fin du monde, il est revenu les mains vides. Pourquoi je vous parle de l'opposition officielle? Parce que la réaction et les attaques de Pierre Poilievre sont en contraste complet avec la réaction des premiers ministres des provinces. Il n'y en a aucun qui a levé la main pour dire Mark Carney n'a pas fait sa job, il revient les mains vides. La majorité des premiers ministres ne sont pas libéraux. Et même, il y a des gens identifiés au mouvement conservateur, des gens importants, là, Daniel Smith en Alberta, Jason Kenney qui l'a précédé, Aaron O'Toole, le prédécesseur de Pierre Poilievre, qui avait des bons mots pour Mark Carney parce qu'il a introduit le sujet de l'oléoduc Keystone XL dans la conversation. Alors, il y a une dissonance entre ce qui se passe entre les premiers ministres et ce que l'opposition tient comme discours face au gouvernement à la Chambre des communes. Et c'est une dissonance qui n'est pas idéale pour le chef conservateur, M. Poilievre. Est-ce que c'est dangereux, Michel, ce discours-là de la part de M. Poilievre, qui avait été plus prudent durant la campagne électorale? On le sent davantage en mode critique sur les mouvements du gouvernement. Là. Le danger pour lui, évidemment, c'est qu'à un moment donné, il y a une entente. Et là, il pourra dire, M. Carney pourra dire, tout vient à point à qui sait attendre et qui sait négocier. C'est compliqué de négocier avec Donald Trump. C'est sûr. Il n'y a personne qui pense que c'est facile. Alors, dire, il revient les mains vides, il est encore perdu, ça ne veut pas dire qu'à terme, il ne se passera pas quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose de favorable au Canada non plus. Mais c'est comme ça que la partie se joue. On ne peut pas changer ça. Je disais évidemment les conservateurs, mais le Bloc a été très critique aussi. Alec, un mot sur l'industrie de l'automobile qui a été... on en a parlé, mais on n'en a pas parlé en bien. M. Trump a dit, moi, je veux les faire, mes voitures. On ne s'entend pas avec le Canada là-dessus. M. Lotnick, 2 jours après, qui s'adressait à un groupe de gens d'affaires à Toronto, a dit, on va peut-être acheter des pièces de chez vous, mais des voitures, c'est terminé. Est-ce qu'on a un peu négligé le secteur de l'automobile du côté canadien? Je ne pense pas. Je pense qu'on fait des efforts. On aimerait bien avoir une entente sur le secteur automobile comme on en négocie une pour l'acier, l'aluminium et l'énergie, mais je pense que du côté de Donald Trump, on n'a pas d'ouverture. Si Donald Trump est prêt à négocier sur l'acier et l'aluminium, c'est qu'il y trouverait son compte. Il a besoin de l'acier et de l'aluminium dans plusieurs types d'industries. Au premier chef, la défense, la sécurité nationale, le Pentagone, les sous-traitants militaires, mais aussi l'industrie de l'auto, qui a acheté beaucoup d'acier et d'aluminium au printemps avant que les tarifs soient à 50 et qui, là, font leur planification actuellement pour le printemps, qui est la grosse saison qui va se renouveler, et qui, là, achètent de l'acier et de l'aluminium à 50 de tarifs et qui trouvent ça très, très difficile. Alors, il y a beaucoup de pression sur Trump sur ces 2 domaines-là pour qu'on jette du lest pour que l'industrie américaine puisse être capable de bien s'en tirer. Dans le cas de l'automobile, la pression, elle est moins là du côté des États-Unis pour ce qui est des tarifs. Elle est là du côté de l'acier et de l'aluminium. Même chose pour le bois d'œuvre. La pression, elle est moins forte. On ne le voit pas sur l'aspect sécurité nationale du côté de Donald Trump. Pas encore, du moins pour certains domaines. C'est le cas pour les meubles aussi. C'est le cas pour d'autres tarifs, comme on le voit pour l'acier et l'aluminium. Fait que je pense que le Canada souhaite faire une percée pour l'acier et l'aluminium, l'énergie, négocier une baisse des tarifs. Il va en rester, ça ne sera pas le libre-échange, mais il va rester des tarifs peut-être moindres et ensuite s'attaquer à d'autres secteurs comme l'automobile. Alors, on verra ce qui va se passer du côté de l'acier et de l'aluminium. Ça semble être les 2 secteurs sur lesquels le Canada mise, en tout cas à court terme. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous transporte à Québec maintenant. Cette semaine, c'était la Constitution québécoise qui était présentée par Simon-Jolin Barrette et le gouvernement Legault. Un extrait, puis on se relance tout de suite après là-dessus. J'ai la conviction profonde que le texte que nous vous présentons aujourd'hui marquera un point tournant dans l'histoire d'une nation qui a accompli de grandes choses et qui poursuit son parcours unique en incarnant le fait français en Amérique du Nord. Bon, c'était Simon-Jolin Barrette. Michel, pourquoi c'était important pour le gouvernement Legault de déposer une Constitution québécoise?
D'abord, pour pouvoir s'en vanter en campagne électorale, ça semble évident que c'est la principale raison. Mais ça fait très longtemps que cette idée-là est dans le décor, que personne ne l'a finalement fait, mais on se disait, on va mettre les grandes lois québécoises, la loi 101, la Charte des droits québécoises, etc., et on va codifier ça dans une constitution québécoise. Le problème, c'est que ça ne donne pas, contrairement à ce que M. Jolin Barrette a dit, de nouveaux pouvoirs au Québec. Ouais. Et l'interprétation des lois va toujours se faire selon la Charte fédérale. Alors, pourquoi on le fait? C'est plus symbolique qu'autre chose. C'est pas une mauvaise chose en soi, bien qu'il y a des aspects dans cette loi-là qui sont contestables comme un peu partout. Alex, symbolique, électoraliste un petit peu. On protège aussi certains... On essaye de protéger certains projets de loi du gouvernement Legault. Oui. Oui, clairement. La laïcité... la nouvelle charte de la langue française telle qu'adoptée par le gouvernement Legault s'y retrouve. Donc, on a l'impression qu'effectivement, on veut bétonner certaines des lois que le gouvernement Legault a beaucoup appréciées dans ces deux mandats. Mesure électoraliste, peut-être pas dans le sens d'aller gagner des votes. Moi, je fais partie des sceptiques, là, dans le sens où je pense pas que les gens se disent « Wow, une constitution, ça va changer mon vote ». J'ai pas cette impression-là à court terme. Par contre, ça peut être une mesure défensive à plus long terme, en campagne électorale ou même éventuellement en campagne référendaire, que de dire, voyez, le Parti québécois propose la souveraineté, le Parti libéral propose le statu quo. Nous, on a proposé une constitution. Elle est peut-être imparfaite, peut-être sera-t-elle retravaillée avec des amendements, je ne le sais pas, mais on a présenté un texte substantiel de 40 pages qui fait avancer le Québec. Parce que oui, tous les partis politiques souhaitaient, à un moment ou à un autre, une constitution du Québec, incluant les partis fédéralistes. Donc, on a quelque chose à présenter aux Québécois en disant, nous avons donc quelque chose à vous offrir qui n'est pas un référendum ou le statu quo. Maintenant, ça va être difficile à faire adopter parce qu'on est dans la dernière année du mandat, parce que les partis d'opposition n'ont pas envie de faire de fleurs au gouvernement sortant qui est impopulaire. Et parce que, oui, on n'a pas consulté probablement de la bonne manière du côté de Simon-Jolin Barrette, c'est-à-dire déposer, consulter après. Pour un document qu'on veut aussi symbolique, aussi important, on aurait peut-être dû faire l'inverse, consulter avant, publiquement, et ensuite arriver avec un document. En faisant les choses à l'inverse, disons qu'on rend les choses plus compliquées du côté du gouvernement Legault. Bien, Chantal, la consultation, justement, là, effectivement, ça ne s'est pas fait en amont. Est-ce qu'ils auraient été capables d'obtenir davantage d'appui des autres partis s'ils avaient mené l'exercice différemment? Possiblement, mais entendons-nous, il y a des gens qui ne le savent pas, là, mais quand l'Assemblée nationale adopte une motion sur un sujet important et qu'on veut donner du poids à cette motion, le gouvernement et les partis d'opposition se consultent pour s'assurer qu'il y a un consensus qui va être reflété par un vote qui ne sera pas le vote seul du gouvernement qui a une majorité à l'Assemblée nationale. C'est le test d'une motion de l'Assemblée nationale. Là, on est en train de dire qu'on va faire une constitution pour le Québec sur la foi, si on en vient là, d'un vote majoritaire, donc d'un vote de la CAQ seulement à l'Assemblée nationale. Trouvez l'erreur. Le test actuel de la Constitution C majuscule du Québec, c'est un vote majoritaire et, dans le moment, on peut aussi amender, se débarrasser, en clair, des éléments qu'on n'aime pas dans la Constitution sur un vote majoritaire d'un futur gouvernement. Il y a un déséquilibre ou un déficit de légitimité qui va coûter à ce projet beaucoup de plumes. Pourquoi? Parce que à moins qu'un ou plusieurs partis d'opposition s'y rallient, ça devient, le mot, entre guillemets, bébelle, électoraliste s'applique. Sur le côté électoraliste, c'est vrai que tous les partis en ont parlé à un moment donné. Je pense que ni Michel ni Alec peuvent nommer un moment où un parti qui ne l'a pas fait a perdu des plumes à cause de ça au moment d'une élection. La question, c'est pas est-ce qu'il va y avoir une pluralité ou même une majorité d'électeurs qui aiment des éléments de ce projet, c'est est-ce que c'est un projet qui va déterminer leur vote. Et je vous prédirais que dans la balance de la santé, de l'éducation, du logement et de l'itinérance, ce projet de constitution risque de donner l'impression que le gouvernement caquiste joue du violon pendant que les services publics sont en train de brûler. Ouais. Michel, là-dessus? C'est un grand danger pour la CAQ actuellement, qui n'est pas populaire,
qui a de la difficulté à l'Assemblée nationale à faire passer ses lois, même s'ils sont majoritaires. Là, ça ne va pas extraordinairement bien de ce côté-là. Et là, la moindre des choses aurait été de faire des consultations préalables avec les autres partis. Ils ne l'ont pas fait. Alors, vous voulez une constitution de la CAQ, vous allez avoir une constitution qui va être votée juste par la CAQ. Et on aura beau dire, c'est un texte rassembleur, ça nous bétonne sur certaines choses, ça ne donne pas de nouveaux pouvoirs au Québec. Et à la fin, ça reste un geste essentiellement symbolique, qui n'est pas inutile, parce que codifier les grandes lois du Québec, c'est pas une mauvaise affaire, mais c'est pas de la plus grande utilité, alors, comme disait Chantal, que les services publics du Québec ne vont pas bien et qu'on a des crises plus importantes à régler, là. J'ai l'impression qu'effectivement, les hôpitaux et les écoles vont peut-être retenir davantage l'attention quand on sera sur le sentier électoral, mais on verra. Il nous reste encore quelques mois avant ça. Alex, Chantal, Michel, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Bye-bye.